on a eu d'autres bilans et d'autres diagnostics pour mes deux autres enfants. Il y avait des choses qu'on ne connaissait pas, qu'on ne comprenait pas, et j'avais vraiment envie de pouvoir les accompagner, les soutenir au mieux, et puis aussi de m'accompagner moi et de m'aider moi, parce que le quotidien n'était pas évident. Donc j'ai décidé de m'informer. D'abord, j'ai beaucoup lu, puis je me suis formée, et puis ensuite, encouragée par mon entourage, c'est souvent comme ça, hein, et puis bien boostée, bien motivée, en 2018, je me suis levée un matin et sous le coup de l'impulsivité, je me suis dit que j'allais créer une association pour finalement partager ce que j'avais appris et puis aider et accompagner. Donc l'association est née en août 2018 et elle a pour but d'informer et de former, de sensibiliser, de communiquer donc sur toute cette neurodiversité, de partager des ressources aussi, des outils, du contenu, donc sur le haut potentiel et ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement, et on va y revenir tout à l'heure, donc ce qui compose cette fameuse neurodiversité. Donc toutes ces choses-là, on les partage à travers les réseaux sociaux, sur le site de l'association, mais aussi lors d'événements, de colloques, de conférences, quand on est sollicité, de petits modules de formation. L'association a aussi bien sûr pour but de soutenir et d'accompagner et d'orienter les personnes concernées, de créer du lien, alors virtuel ou réel, j'ai envie de dire, mais aussi d'être un relais pour les professionnels, pour des enseignants, pour tout un chacun en fait. Et aujourd'hui, l'association finalement s'est développée, a pris de l'ampleur. Moi, je pensais au début qu'on allait rester une petite association locale. Voilà, on est basé aussi dans le Bas-Rhin, près de Strasbourg, mais finalement, ça ne s'est pas passé tout à fait comme je pensais que ça se passerait, mais c'est très bien. Donc l'association a grandi, elle a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, l'association est nationale. Et donc, il y a des antennes dans d'autres départements. Et puis, surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a la reconnaissance de professionnels de santé et l'association compte parmi ses membres fondateurs et ses membres actifs des neuropsychologues, psychologues, psychiatres, sophrologues, médecins généralistes, en plus, bien évidemment, des personnes concernées, des enseignants aussi qui ont envie finalement de faire un peu évoluer le système scolaire. On est aussi de plus en plus sollicité par des entreprises. On est en lien très proche également avec l'un ou l'autre médecin du travail, aussi des psychologues du travail en libéral. Donc voilà, l'association s'est beaucoup développée et c'est une aventure extraordinaire. Et puis on a vraiment à cœur de diffuser cette parole et d'expliquer ce que c'est cette neurodiversité, de faire tomber les préjugés, les fausses croyances, de donner les faits, les faits scientifiques, de ne pas partir dans des dérives, d'apporter vraiment la connaissance pour que tout un chacun finalement puisse se saisir un peu de ce que c'est. Du coup, on va passer effectivement aux définitions, j'ai envie de dire, et je vais vous expliquer un peu ce que c'est donc cette neurodiversité dont on entend quand même beaucoup parler à l'heure actuelle. Il y a de plus en plus d'émissions, il y a des articles dans les journaux, dans les magazines. Il y a des séries télé aussi, il y a des films. Alors après, il y a un peu de tout. Il faut arriver à faire le tri. Donc la neurodiversité, en fait, c'est toute la diversité humaine, tout simplement. Donc je vous ai mis la définition officielle. Donc c'est cette variabilité neurologique. Donc c'est l'existence, en fait, de plusieurs types de fonctionnement chez l'être humain. Et puis, on aime bien faire le petit rapprochement avec la notion de biodiversité, qui finalement, elle, c'est cette diversité d'écosystèmes, donc d'espaces, de gènes dans la nature. La neurodiversité, c'est un peu la même chose. On est tous différents. Il y a tout un tas de profils qui existent. On fonctionne tous différemment. Après, en effet, il y a des personnes qui ont, alors moi j'aime bien parler de petites choses en plus, même si on parle pour certaines choses de troubles du neurodéveloppement. Il n'empêche que c'est important de voir aussi ça sous un autre prisme. Donc cette théorie de la neurodiversité, elle est validée. Ce n'est pas une invention. Il y a beaucoup de sites qui en parlent. Et cette théorie rejette quand même l'idée de dire, et c'est ce que je vous expliquais, que c'est un handicap, que voilà, c'est une infériorité, que les personnes qui sont concernées ne fonctionnent moins bien en tout cas. Et puis, ce terme a été donc inventé par une sociologue australienne, je vous ai mis la date, en 1998, et puis elle est maintenant très utilisée, c'est vraiment le terme qu'on emploie, j'ai envie de dire, le plus largement. Donc ça, c'est la neurodiversité, et en fait, cette neurodiversité donc englobe ce qu'on appelle les profils neuroatypiques, donc la neuroatypie, et on va y venir. Donc je vais vous expliquer un peu les différents types de profils donc, neuroatypiques. Donc en fait,
Il n'y en a pas non plus des millions. Hein. Les plus connus et ceux qui nous intéressent ce matin, c'est ce qu'on… Alors, il y a le HPI, donc haut potentiel intellectuel, le fameux TDAH dont on entend vraiment beaucoup parler à l'heure actuelle. Donc, c'est un acronyme comme ça dit à l'envolée qui ne parle pas forcément à tout le monde. Donc, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TSA, qui est le trouble du spectre autistique, et les troubles 10, qu'on appelle aujourd'hui quand même plus communément les troubles spécifiques des apprentissages, qui eux, par contre, sont connus depuis assez longtemps. Hein, ça fait quand même plusieurs décennies qu'on entend parler des troubles 10. Le haut potentiel, on en parle depuis le début des années 70, plus ou moins. Le TDAH, c'est quand même beaucoup plus récent. L'autisme, pareil. Un TDAH, TSA, ça fait une petite quinzaine d'années qu'ils sont vraiment sur le devant de la scène. Et maintenant, à l'heure actuelle, on en parle quand même beaucoup plus largement, notamment depuis les fameuses stratégies nationales qui ont été lancées par le gouvernement, donc les stratégies nationales pour la reconnaissance finalement de ces troubles du neurodéveloppement. Donc en fait, le sujet aussi, c'était de vous dire pourquoi vous êtes concernés, et on va y venir au fur et à mesure, mais on va surtout rentrer un peu dans le vif du sujet et de chaque type de profil atypique. Donc le premier, le HPI, au potentiel intellectuel. Alors je vous ai mis un peu les différentes appellations que vous avez peut-être déjà entendues, celles qui reviennent le plus souvent, alors qu'on aime ou on n'aime pas, hein, mais en tout cas c'est celles qui sont sur le devant de la scène, donc surdoué, douance, zèbre aussi, phylocognitif, ça c'est plus récent. Ce qu'il faut savoir surtout, et ce qui est important, c'est que le haut potentiel, ce n'est pas un trouble, ça n'est pas une pathologie, donc on ne parle pas de diagnostic, on parle de détection, de repérage, mais ce n'est pas quelque chose qui est dommageable, hein, j'ai envie de dire, ce n'est pas vraiment, c'est pas un trouble, c'est pas quelque chose qui va poser problème a priori. Je l'ai mis, hein, c'est plutôt un facteur prédictif de réussite. Alors il y a plein d'études qui ont été menées, c'est quand même des capacités plus élevées pour plein de choses, pour le raisonnement. Je vous ai aussi mis ce qui était évalué dans le haut potentiel pour que vous compreniez bien hein, les choses qui sont évaluées lors des tests, donc les fameux tests psychométriques. Donc pour les adultes, c'est la VICE. Donc il y a la compréhension verbale, le visio-spatial, vitesse de traitement, mémoire de travail et le raisonnement fluide, pardon. Alors ce sont des termes qui restent très techniques, mais bon là on n'a pas trop le temps non plus de rentrer dans le détail, mais c'est en tout cas les grandes lignes à retenir et c'est ce qui est vraiment important. Et surtout, ce qui est important à retenir, c'est qu'on est détecté à haut potentiel à partir du moment où on a un QI qui est calculé, qui est de 130 ou plus. En dessous de 130, on n'est pas considéré comme étant à haut potentiel. Donc ça, c'est vraiment pour le haut potentiel. Alors ensuite, on va passer à ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement, qui peuvent être associés, c'est-à-dire qu'on peut avoir un haut potentiel et d'autres petites choses, c'est tout à fait possible. Donc le premier, c'est le TDAH, donc le fameux TDAH dont on entend maintenant beaucoup parler. Donc Anne, vous pouvez mettre la slide qui arrive. Voilà. Donc TDAH, hein, je l'ai dit tout à l'heure, un acronyme qui comme ça dit à l'envolée, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors c'est un peu lourd hein, quand on dit ça comme ça fait même peur parfois. Donc le TDAH c'est un trouble du neurodéveloppement, c'est un trouble neurobiologique. On est avec, on vit avec, on meurt avec. Ça ne disparaît pas à l'âge adulte, contrairement à ce que certains ont pu penser ou dire. Par contre, le trouble évolue évidemment dans le temps et à l'âge adulte, il y a des choses qui peuvent changer. On sait notamment que l'hyperactivité peut diminuer. Alors, le trouble attentionnel peut s'accentuer. Après, ça dépend de chaque personne. Alors, c'est un acronyme quand même qui prête à confusion parce que mon trouble du déficit, quand même, ça fait assez peur. Enfin, le cadre est posé, mais c'est pas forcément positif. Et aujourd'hui, on met quand même en avant le fait de parler plutôt d'un trouble de la dysrégulation attentionnelle, puisque, à l'inverse, on peut aussi être hyperfocus. On n'est pas forcément inattentionné tout le temps. Alors après, c'est assez complexe aussi à comprendre, mais quand on est passionné par une activité, que ce soit professionnelle ou autre, on peut être tout à fait hyper focus et ne pas donner l'impression, en tout cas, d'avoir un trouble de l'attention. Alors, je vous ai listé hein, les symptômes pour que vous les ayez quand même, c'est important. Donc, les fameuses difficultés attentionnelles, l'hyperactivité, l'impulsivité. Et enfin, un quatrième symptôme qui est mis en avant, qui est nommé, mais pas encore répertorié officiellement, c'est donc la dysrégulation émotionnelle, puisqu'on s'est rendu compte que les patients qui ont un TDAH ont souvent des émotions
en dents de scie, en montagne russe, et c'est très compliqué. Et aujourd'hui, on pense même que ça pourrait être un symptôme majeur dans le trouble. Bien évidemment, l'impact, il est sur toutes les sphères du quotidien. Je vous ai mis un petit schéma. Et donc, ce TDAH est reconnu comme un handicap depuis la loi du 11 février 2005. On peut avoir une RQTH. Il peut y avoir des aménagements possibles, voire nécessaires ou pas. Après, encore une fois, ça dépend de chaque personne. C'est à prendre au cas par cas en fonction de l'impact dans le quotidien et en fonction des difficultés qui sont remontées par les patients. Alors après le TDAH, on continue, donc toujours dans ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement, on a le TSA, donc le trouble du spectre autistique qui s'appelait avant TED, trouble envahissant du développement, donc on a changé, enfin le terme a évolué, donc également un trouble du neurodéveloppement durable dans le temps, tout comme le TDAH, ça ne disparaît pas. Je vous ai également mis un petit schéma et puis je vous ai bien évidemment noté les symptômes parce que ça c'est très important, donc qui sont surtout des difficultés relationnelles, il y a aussi des troubles sensoriels et là encore on retrouve des difficultés au niveau émotionnel, c'est très important et c'est souvent ce qui revient chez quasiment tous les patients qui ont un TSA. Dans les manifestations, alors il y a plusieurs choses. Il y a le déficit de la communication et des interactions sociales. Ce sont souvent des gens qui ont beaucoup de mal avec ça, qui n'ont pas forcément les bons codes sociaux, tout comme le TDAH d'ailleurs, qui ne sont pas compris par rapport à leur comportement, à leur manière de s'exprimer. Donc l'impact idem, c'est sur toutes les sphères du quotidien. Et comme pour le TDAH, c'est reconnu comme un handicap depuis la loi du 11 février 2005. Donc RQTH possible, aménagement possible parfois nécessaire ou pas. Encore une fois, c'est à voir au cas par cas. Alors pour l'autisme, ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose, des questions qui reviennent, ce n'est pas une maladie, ça ne s'attrape pas, il n'y a pas de médicaments, on n'en guérit pas. Mais par contre, pour le TDAH, je ne l'ai pas dit parce que c'est un autre sujet très vaste, mais peut-être à avoir en tête, il y a un traitement médicamenteux qui existe, ça ne guérit pas, on ne guérit pas du TDAH, c'est une béquille, ça aide en fait à éventuellement mieux fonctionner au quotidien, mais ce n'est pas une fin absolue en soi et tous les patients qui ont un TDAH ne prennent pas forcément de traitement. Mais pour l'autisme, il n'y a rien pour l'instant, pas de traitement. La recherche continue, on ne connaît pas encore tous les mécanismes, on en découvrira encore au fil du temps, mais voilà aujourd'hui ce qu'on sait sur l'autisme. Donc on passe ensuite aux troubles 10, donc les fameux troubles des apprentissages qui sont très connus, dont on entend parler quand même depuis plusieurs décennies. En tout cas, le plus connu, c'est la dyslexie. Donc, idem, trouble du neurodéveloppement, ça ne change pas, durable dans le temps, alors qui fluctue. Il y a des troubles qui peuvent diminuer en fonction de la gravité, forcément, en fonction aussi de chaque personne. Il y en a qui peuvent ne pas diminuer, qui peuvent s'accentuer, c'est toujours la même chose. Alors, il y a plusieurs dys, vous les connaissez sûrement, vous en avez entendu parler, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie, dyspraxie, c'est les plus connus. Je vous ai mis également un schéma où vous pouvez trouver un peu quelques petites infos plus précises. Je vous ai listé les symptômes, donc ça aussi, à avoir en tête, ça peut être des faiblesses, des limitations ou des incapacités dans certains domaines, pas forcément dans tous les domaines. On peut avoir un trouble 10 ou plusieurs. On peut avoir tous les troubles 10, c'est tout à fait possible. Et puis, bien évidemment, dans les manifestations, ça impacte toutes les sphères du quotidien. Donc, les difficultés commencent en général à l'école, se poursuivent plus tard dans la vie professionnelle. Donc, ça peut être des difficultés de lecture, d'écriture, de raisonnement mathématique, logique, etc., etc. Donc, tout comme les deux autres troubles, reconnus comme un handicap depuis la loi du 11 février 2005, RQTH possible, aménagement possible ou pas, en fonction des personnes. Donc ça, c'était vraiment pour cette fameuse variabilité de la diversité humaine, donc cette fameuse neurodiversité. Et puis, bien évidemment, vous êtes concernés. Et pourquoi? Alors, vous êtes concernés puisque, en fait, les profils neuroatypiques, aujourd'hui, il y en a, on sait, dans toutes les classes. Donc ça, c'est dans le système scolaire. Alors souvent les élèves d'hier ne sont pas forcément diagnostiqués puisqu'on n'en parlait pas, ou moins à l'époque. Aujourd'hui on peut diagnostiquer, donc aujourd'hui on sait, on peut poser des mots sur des mots. Il n'y en a pas plus qu'avant, ça c'est une impression, c'est des fausses croyances. C'est juste qu'aujourd'hui
on les diagnostique. Aujourd'hui, on accède justement au diagnostic, on accède aux soins. Il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place. Il y a de plus en plus de thérapies qui sont proposées justement pour pallier un peu à ces difficultés. Alors, je vous ai mis quelques chiffres. Si Anne peut juste mettre la slide, comme ça vous les voyez. Voilà, donc c'est les chiffres qu'on a à l'heure actuelle en fonction des données, des recherches, des études. Donc, personnes avec un haut potentiel, c'est quand même 2,3% de la population. Adultes avec un TDAH, 2,5 à 3%. On n'a pas vraiment de chiffres précis, mais c'est grosso modo ça. Adultes avec un trouble du spectre autistique, c'est quand même 600 000 personnes. Adultes avec des troubles 10, 6 à 8%. Donc, c'est pas rien, c'est pas anodin. Et donc, bien évidemment, il y a des adultes qui sont détectés, d'autres non. Il y en a qui ont une RQTH, d'autres non. Ce n'est pas une obligation. Par contre, depuis 1987, il y a une obligation, effectivement, pour les entreprises d'embaucher des personnes avec un statut de travailleur handicapé. Donc ça, c'était pour un peu poser le cadre. Et puis, ce qu'il faut savoir, et je pense que je vais terminer par ça et repasser la parole, parce que c'est des questions qui reviennent souvent. Alors, le TDAH, ça n'est pas une invention, parce que ça, c'est vraiment les propos un peu qui blessent et qui gravitent un peu partout. Les premières descriptions du TDAH qu'on a remontent quand même à 1775, ça remonte à un moment. Et puis, l'autisme, pareil, ce n'est pas la faute de la mère qui serait envahissante, qui n'aurait pas coupé le cordon, comme on peut l'entendre notamment de la sphère des professionnels d'obédience psychanalytique. Alors, les premières descriptions qu'on a de l'autisme remontent aux années 20. Donc, ça fait quand même un petit moment aussi. Et j'aime bien le dire parce que c'est quand même important d'avoir ça en tête. Voilà. Et donc, je pense que je repasse la parole à Francine. Non, à Anne. Alors, je reprends effectivement la parole. Merci Virginie pour nous avoir donné déjà toutes ces explications. Ça permet d'éclairer déjà sur les définitions. On a pensé que ce serait intéressant que vous puissiez avoir un témoignage. Donc, nous avons Roxane qui est avec nous. Roxane, un grand merci pour être là avec nous ce matin pour pouvoir témoigner. Je vais laisser te présenter, Roxane. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va voir effectivement le témoignage de Roxane qui va vous expliquer en fait qui elle est et vous parler surtout de sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, donc de sa RQTH, et de savoir comment elle se positionne dans l'emploi, quelles difficultés elle a rencontrées. Donc ça, merci Roxane d'être là. Et puis ensuite, nous pourrons aussi avoir avec nous eh bien, en fait, sa manager qui sera avec nous, qui pourra aussi témoigner comment l'entreprise peut accueillir des personnes qui sont porteurs justement de tout ce que nous a expliqué Virginie. Donc, comment l'entreprise peut effectivement gérer et accueillir. Quels aménagements éventuellement il est possible de faire? Est-ce que c'est lourd ou pas? Donc tout ça, on va le découvrir au travers du témoignage de Roxane et ensuite de Madame Munier. Donc Roxane, je te laisse la parole si tu veux bien prendre la suite. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Déjà, merci à vous de m'avoir conviée. Donc, je suis Roxane Schwab. Je travaille pour la maison Chanel actuellement et je suis junior assistante campus manager. Et ça fait déjà quelques années que j'ai la reconnaissance RQTH. Et du coup, je répondrai à quelques questions pour pouvoir éventuellement vous donner des informations sur la manière dont moi je l'ai géré, dont je l'ai vécu et comment est-ce que ça se passe un peu au quotidien en entreprise. Très bien, merci Roxane. Justement, alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours, notamment au travers de ton parcours sur le campus manager de l'entreprise pour laquelle tu travailles? Oui, Qu'est-ce que... oui. Donc du coup, c'est alors la RQTH, je l'ai découvert, il y a quelques années, comme je le disais, il y a à peu près, ça fait à peu près 1 an, même pas, que j'ai la reconnaissance officielle et ça fait à peu près 3 ans que j'ai commencé, les investigations. Donc, en fait, je vais peut-être commencer par le début. Donc en fait, enfin, j'ai
commencé à faire des recherches tout simplement parce que j'avais une fatigabilité, dans mon travail quotidien quand je travaillais avant, dans un cabinet de recrutement en tant que chargée de recrutement, sur certaines tâches, majoritairement et c'est vrai que c'était un travail qui me demandait, beaucoup, beaucoup d'attention et cette fatigabilité à un moment donné, elle m'a posé problème. Quand j'étais, scolarisée, que j'étais à l'école, à temps plein, c'était totalement différent parce que, j'étais stimulée quand même, toute la journée. On faisait à chaque fois, des coupures, les cours étaient pas les mêmes. Là, c'est des tâches qui étaient quand même, identiques toute la journée et elles se répétaient tous les jours. Donc c'est vrai que, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était, un peu différent et donc du coup, je suis allée, voir une personne, qui, a posé un premier diagnostic, mais ensuite qui m'a demandé, si je voulais, investiguer plus et qui m'a demandé si je voulais du coup, faire les tests, directement, à Strasbourg, dans le CHU, à Strasbourg et donc c'est par la suite que j'ai découvert, ce handicap. Donc aujourd'hui, je travaille sur, des tâches qui sont, donc je suis, junior campus manager, c'est-à-dire qu'en fait, j'organise des événements et donc du coup, donc pour les jeunes talents, et donc du coup, c'est beaucoup d'organisation, ça me demande beaucoup d'attention parce que, il faut pas que je me trompe, il faut que je sois très attentive, tout le temps à beaucoup de détails, il y a beaucoup de listes, beaucoup de coordination, donc ça me demande beaucoup, beaucoup d'efforts et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment, je suis allée au bout de ce processus de demande de reconnaissance, travailleur handicapé parce que j'en avais vraiment besoin, parce que j'ai besoin, d'aménagement, au quotidien. Très bien, merci, Roxane. Alors justement, est-ce que tu pourrais, me parler des aménagements qui te seraient utiles pour toi et comment ça pourrait se manifester justement dans l'organisation de travail, par exemple, sur, le mode de fonctionnement avec les équipes, qui travaillent avec toi de près ou de loin? Alors oui, donc les aménagements, alors, j'ai déjà eu enfin, j'ai eu un autre poste avant ça dans une autre entreprise, et les personnes ne savaient pas que j'avais, du coup, la RQTH parce que je l'avais pas officiellement et j'en avais pas vraiment parlé, et je n'avais pas d'aménagement. Donc cette année, c'était un peu différent. Donc, j'ai quand je dis des aménagements, bah, déjà je suis allée voir, la médecin du travail pour pouvoir, lui en parler et elle m'a dit que je serais accompagnée si je le souhaitais. Donc ça peut être, elle m'a proposé, d'avoir plus de jours de télétravail parce que, donc chez Chanel, on a droit à 1 jour de télétravail par semaine, et je pourrais en demander plus. Pour le moment, j'ai pas fait la démarche parce que j'en ressens pas vraiment le besoin puisque je travaille, à côté de chez moi, donc j'aime bien, pouvoir avoir l'opportunité d'aller sur mon lieu de travail. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible, pour, les personnes, qui le souhaitent. En tout cas, chez Chanel, dans les autres entreprises, je ne sais pas. Et je peux aussi, avoir du coup, la possibilité de me rendre plus dans des bulles. Donc, nous, on fonctionne, donc on est en open space, donc bien sûr, ça me met, plus en difficulté parce que au quotidien, je rencontre beaucoup de personnes qui peuvent me solliciter pour, un sujet, X ou Y et en fait, à chaque fois, ça peut me perturber, me sortir de ma concentration et après, c'est très dur pour moi de revenir à une concentration optimale. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour moi au quotidien parce que je peux m'isoler et je peux du coup, je peux même me mettre dans un coin et travailler sur mes tâches et être plus productive. Bien sûr, je vais de temps en temps quand même enfin, je vais dans l'open space, mais je peux enfin, j'ai cette possibilité-là. Voilà, je pense que c'est tout pour les aménagements en tout cas. Très bien. Merci beaucoup, Roxane. Est-ce que tu souhaitais compléter, donner d'autres informations? Est-ce que tu penses qu'on s'est tout dit? Non, bah, je peut-être que s'il y a des questions après, j'y répondrai avec Voilà, plaisir, exactement. On aura une, séquence donc, à la fin, de questions-réponses. Merci Roxane. Et puis on va reprendre donc, Francine, puisque donc on a vu comment dans l'entreprise, on pouvait, mettre en place des choses qui sont,
relativement simple et tout sans laisser de côté en fait les collaborateurs, mais en les incluant dans les projets. Ça, c'est hyper important aussi. Peut-être là, je vais te laisser, Francine, voir sur la partie du cadre légal. Alors, Virginie nous l'a dit tout à l'heure avec la loi de 2005 qui, entre autres, elle apporte d'autres éléments, la loi de 2005, mais elle reconnaît en fait le handicap sur tous les cas de neuroatypie. Et ça, c'est une évolution aussi dans la loi française. Donc, si juste tu peux refaire un petit tour sur le cadre légal de manière très résumée, mais pour redire les choses. Très rapidement, avant de redonner la parole à Virginie, vraiment très rapidement, en fait, il y a deux lois significatives, donc celle de 87, tu viens d'en parler, qui oblige les entreprises de plus de 20 salariés à embaucher au moins 6% de salariés avec ce statut de travailleur handicapé. Et la deuxième loi de 2005, qui, elle réaffirme l'obligation de recruter et de maintenir dans l'emploi les personnes en situation de handicap. Et là, je m'adresse à nouveau à Virginie pour lui poser la question suivante. Comment prévoir de la souplesse justement dans les recrutements et pour faciliter en fait l'inclusion des personnes concernées par cette neurodiversité dont on parle depuis le début de ce webinaire. Merci. Donc, effectivement, on reprend avec un lien par rapport au cadre légal et puis ce qu'on peut faire au niveau du recrutement et bien évidemment après au niveau de l'inclusion des personnes en fait qui sont concernées par la neurodiversité. Donc, on l'a dit, là, notamment dans le témoignage de Roxane et puis de Madame Munier, la bienveillance, j'ai envie de dire, c'est un peu la base. La bienveillance, l'ouverture et la curiosité. Donc, l'idée, c'est de se concentrer sur les compétences de la personne, pas forcément de voir tout de suite le négatif, ce qui ne va pas, le trouble, le handicap, etc. etc. Alors, il y a différentes choses, notamment dans les troubles 10, c'est ce qu'on a noté. Il y a des correcteurs d'orthographe aujourd'hui qui existent, il y a beaucoup de choses, il y a des logiciels. Alors ça, c'est par exemple pour la dyslexie ou la dysorthographie. Il y a encore d'autres choses, mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est finalement, est-ce qu'il faut se focaliser, par exemple, là, dans le cas de la dyslexie, sur la compétence à l'oral, d'aisance à l'oral, alors que dans certains types de postes, la personne ne sera pas en contact avec d'autres personnes. Donc, quel est finalement ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant ou pas? Il y a plein de questions en fait qu'il faut se poser et on a parlé de cette fameuse posture par rapport au recrutement. Alors, si Anne peut juste mettre la slide, pardon. C'est important quand même. Et puis alors j'aime bien le petit schéma avec l'œil, donc un autre regard sur le handicap. Et c'est vraiment ça le principe de base. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut se focaliser. Donc c'est encore une fois adopter une posture bienveillante. Alors c'est pas forcément aussi simple. La bienveillance, on en parle beaucoup. C'est une notion qui est un peu sur toutes les lèvres en ce moment. On ne sait pas forcément exactement ce que c'est. C'est facile à dire. C'est pas forcément si évident à mettre en pratique. Mais en tout cas, voilà, avoir cette posture d'ouverture, de curiosité, avoir un regard neutre, en fait, essayer de voir juste le candidat comme un candidat lambda, sans le voir sous le prisme de son handicap, si on est déjà au courant, parce qu'en fait, le handicap ne définit pas la personne. La personne n'est pas son handicap. Donc, avoir ce regard neutre et puis aussi considérer finalement tous ces profils neuroatypiques, différents, peu importe comment on les appelle, les considérer comme une richesse pour l'entreprise. Alors, je rappelle quand même, à la base, on est tous différents. On a tous un fonctionnement différent. Après, encore une fois, par rapport à ce que j'ai dit au début, il y a des personnes qui ont ces petites choses en plus. Moi, j'aime bien parler de petites choses en plus. J'aime bien le côté positif quand même. Et encore une fois, ne pas voir ces troubles, même s'ils sont reconnus comme un handicap officiellement, ne pas les voir que sous le prisme du handicap. Ce qu'il faut savoir aussi pour ces profils, et ça on le sait, il y a des tas d'écrits, il y a des livres, il y a de la théorie, il y a des études, des recherches, enfin il y a de quoi faire à ce niveau-là. On sait aujourd'hui quand même que ce sont des personnes, et ça a été dit d'ailleurs par Madame Munier, ce sont des personnes qui ont souvent une grande créativité, alors plein d'idées,
qui ont des capacités d'innovation plus grandes que la moyenne, des capacités de pensée en arborescence plus grandes que la moyenne. Alors, on n'en a pas parlé précédemment parce que sinon, on va en parler pendant des jours et des jours, mais il y a encore quelques années, on pensait que notamment les profils qui avaient un haut potentiel, dans les particularités, ils avaient une pensée en arborescence, que les autres n'avaient pas. Alors aujourd'hui, grâce à la science, à la recherche, on sait que c'est faux. On a tous une pensée en arborescence. On a tous cette capacité à faire des liens, à dériver un peu d'une idée à l'autre. Par contre, certains profils ont une pensée en arborescence plus importante. Donc ça, c'est quand même un petit plus aussi. Et puis aussi, dans la posture, c'est se dire que voilà, le bien-être du collaborateur sera bénéfique forcément pour l'entreprise. Et puis, on peut tout à fait faire cohabiter ces profils neuroatypiques, neurodivergents, peu importe comment on les appelle, les troubles du neurodéveloppement, on peut tout à fait les faire cohabiter avec finalement l'entreprise et les besoins de performance de l'entreprise, parce que c'est aussi une réalité. Donc ça, c'est vraiment pour la posture. Et puis ensuite, bien évidemment, on revient à cette fameuse RQTH, reconnaissance qualité travailleur handicapé, et puis sur comment réagir finalement à cette annonce quand en fait le postulant ou s'il est déjà en emploi annonce qu'il a une RQTH. Alors ce qui est important, on va le voir sur la slide si Anne veut bien la faire passer, voilà. Et je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'abord de voir la personne neuroatypique comme toute autre personne. Voilà, c'est une personne, point. L'étiquette du handicap, c'est certes une étiquette, et ça c'est un sujet qui revient souvent. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec ça, ça peut se comprendre. Il y a des gens d'ailleurs qui ne veulent pas finalement en parler parce qu'ils ne veulent pas être réduits un peu à cette étiquette. Mais encore une fois, la personne n'est pas son trouble. On n'est pas que un haut potentiel, alors c'est une image, sur pied, un TDAH sur pied, un trouble du spectre autistique sur pied, etc. etc. Il n'y a pas que ça. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête et d'essayer de s'ouvrir, voilà, d'avoir une autre vision de ces choses-là. Et puis alors bien évidemment, dans les bonnes pratiques, l'idéal c'est d'avoir cette posture d'ouverture, de curiosité aussi, de bienveillance, et puis d'avoir envie de demander de l'information à la personne sur justement ses particularités, sur ses troubles, faire preuve d'empathie bien évidemment. Ça aussi, c'est des notions qu'on entend beaucoup, c'est pas forcément si facile. Essayer d'être au maximum dans le non-jugement. Le non-jugement dit comme ça, finalement on est tous un peu jugeants, c'est quelque chose qui est inné, qui est humain, mais voilà, essayer en tout cas de ne pas l'être et puis d'avoir cette vraiment ouverture d'esprit, et puis surtout, une fois qu'on sait que la personne a annoncé qu'elle avait une RQTH, c'est porter une attention à ses besoins, demander quels sont ses besoins, en discuter, voir s'il y a des aménagements qui sont recommandés ou nécessaires. Mais tout ça, c'est vraiment quelque chose à voir avec la personne. Je l'ai dit tout à l'heure, les aménagements ne sont pas une absolue nécessité. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'aménagement. Mais en tout cas, voilà, aborder ça avec la personne et essayer de faire vraiment un travail de collaboration pour en fait, que la personne puisse s'intégrer et que les deux que ce soit le collaborateur ou l'entreprise, que les deux finalement sortent gagnants dans l'histoire, enfin que tout fonctionne et que l'entreprise puisse mettre en avant ces fameuses différences et que tout le collaborateur puisse s'épanouir. C'est vraiment ce qui est recommandé en la matière. Vous avez des exemples, Virginie, est-ce que vous avez des exemples d'actions inspirantes dans les entreprises, par exemple ? Ah ouais, on a beaucoup de choses, justement. Alors, il y a des entreprises qui ont vraiment, j'ai envie de dire, fait de la neurodiversité un peu leur cheval de bataille, et qui ont créé des espèces de départements en interne, qui ont mis en place des ateliers de réflexion, qui proposent des groupes de parole en interne pour les salariés concernés, des plateformes d'échange. Enfin, il y a pas mal de choses. Il y a des entreprises qui ont mis en place des personnes ressources. Il peut y avoir même des entreprises qui font appel à des job coachs par le biais d'associations. Il y a vraiment pas mal de choses. Après, c'est souvent dans les grosses entreprises plus que dans les toutes petites. Et puis, c'est surtout que ce sont des notions finalement qui sont encore pas forcément connues de tous. Mais moi, je trouve que quand même, ça s'ouvre de plus en plus. Et puis surtout aujourd'hui,
On a la stratégie nationale, j'en ai parlé tout à l'heure, pour les troubles du neurodéveloppement, qui met en avant justement dans les recommandations le fait que l'entreprise doit s'ouvrir à cette neurodiversité, doit valoriser ses profils, doit proposer des aménagements quand c'est nécessaire. Alors la théorie est toujours merveilleuse sur le papier. Après, en pratique, c'est pas toujours aussi simple. Mais aujourd'hui, oui, il y a des entreprises vraiment innovantes en la matière. Il y a des entreprises vraiment qui font des choses extraordinaires et qui sont très inspirantes. Et l'idée, c'est ça aussi, c'est de pouvoir découvrir ce qui se fait et puis finalement que d'autres entreprises s'en saisissent et puis s'en inspirent et puis pour proposer des choses en interne pour leurs salariés. Et puis, on en revient à ce qu'on disait. Hein, donc, aménager, c'est quand même un bénéfice pour tous. Ça, c'est clair. Enfin, il n'y a même pas à revenir dessus. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on dit aussi maintenant qui revient dans le système scolaire, sachant que l'entreprise, c'est la continuité finalement. Hein. Donc, ce qui est bénéfique aujourd'hui, on le sait, pour un collaborateur en situation de handicap, peut l'être aussi pour les autres. En tout cas, alors je donne un exemple, un salarié, alors ça se fait pas encore beaucoup en France, mais un salarié qui par exemple a un TDAH et qui a un vélo bureau, les fameux vélos bureaux qui sont juste extraordinaires, ça peut être bon pour un autre salarié aussi, puisqu'on sait aujourd'hui grâce à la recherche que le cerveau fonctionne mieux en mouvement plutôt que assis, voilà, à rien faire. Donc aménager, c'est faut voir, voilà, dans l'optique. Aménager, c'est un bénéfice pour tous. Ce qu'on peut proposer à certains, ça peut être bon pour d'autres qui n'ont pas forcément de troubles, mais qui finalement auront peut-être une plus grande efficacité. Alors, on parlait avant des open space, s'ils sont dans un bureau à part, s'ils ne sont pas dans un brouhaha incessant. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et puis, j'en reviens à ce que je disais, c'est la relation gagnant-gagnant. Si les salariés vont bien, ben, ça a forcément un impact sur le fonctionnement global de l'entreprise. Donc, voir ça, vraiment avoir ça en tête. Donc, dans les aménagements. Et en matière de formation, Virginie, qu'est-ce que vous avez à nous dire en matière de formation pour terminer votre présentation? Ouais. Alors, en matière de formation, ben, la formation, c'est une nécessité absolue. Aujourd'hui, on ne revient pas là-dessus. C'est aussi quelque chose qui est mis en avant par le gouvernement dans la stratégie nationale. On nous parle aujourd'hui d'une notion de société inclusive, on le sait, on en parle partout. J'aime bien voir mes notes quand même. En pratique, ce n'est pas toujours aussi évident. Mais la formation, c'est une nécessité pour tout le monde. Et en fait, l'idéal, ce serait de mettre en place des modules de formation, des actions de formation pour les tuteurs, pour les managers, même pourquoi pas pour les collaborateurs. L'idée aujourd'hui, c'est de véhiculer que cette neurodiversité, elle existe, que c'est une richesse, qu'elle peut être hyper positive pour tous, mais il faut qu'elle soit connue, il faut qu'elle soit comprise et il faut qu'elle soit valorisée. Donc la formation, c'est la base. L'entreprise inclusive, aujourd'hui, c'est plus une légende. Alors, j'aime pas dire il faut, mais là, pour le coup, je le dis. Il faut que l'entreprise inclusive, aujourd'hui, crée les conditions nécessaires pour que tout le monde puisse s'épanouir et pour que les personnes qui soient concernées par la neurodiversité aient leur place, et toute leur place, et surtout qu'elles puissent libérer leur plein potentiel, parce que ce sont quand même des personnes qui ont beaucoup à apporter. Alors, on l'a dit avec le témoignage de Roxane et de Madame Munier, ça passe parfois par effectivement des aménagements, des choses à mettre en place, mais rien n'est impossible. Et parfois, ce sont des toutes petites choses. Il n'y a pas non plus, ça ne relève pas de l'exploit. Et puis, j'aime bien terminer par ça, se dire que c'est une co-construction. On travaille ensemble. L'entreprise de demain, c'est plus l'entreprise telle qu'on la connaissait à l'époque. C'est un partenariat, je pense, entre collaborateurs et entrepreneurs et entreprises. Et puis, si on travaille tous ensemble, je pense qu'on peut vraiment faire de belles et grandes choses. Et puis, encore une fois, laisser une place à tous ces profils. Ah. On n'entend plus. Oui, si on vous entend. Merci Virginie, merci mille fois pour toutes vos recommandations et témoignages sur ce que les entreprises peuvent mettre en place. Nous avons, nous, effectivement listé les recommandations qu'on pouvait fournir en fait aux entreprises en plus de tout ça.
On vous enverra par mail, en fait, pour toutes les personnes qui sont inscrites à ce webinaire, on vous enverra dans la matinée ou dans l'après-midi le support qui pourra effectivement vous servir. Et si vous le permettez, puisqu'on est dans le bon timing, c'est de passer sur la session des questions-réponses.